C'est l'histoire d'un combat méconnu, d'une lutte entre multinationales et États, faite d'esquives, de feintes et de coups bas. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand des entreprises étrangères ont un différend commercial avec des pays où elles ont investi, elles peuvent les attaquer en justice et obtenir des millions, voire des milliards d'euros d'argent public. Vous avez des firmes qui utilisent ces tribunaux privés pour contourner les lois nationales, pour contourner la souveraineté démocratique et obtenir des dommages qui n'ont même rien à voir avec les coûts engagés. On parle d'arbitrage international, un mécanisme légal dont profitent et abusent certaines entreprises. Imaginez que le gouvernement français décide d'augmenter le salaire minimum. Une multinationale étrangère implantée en France pourrait alors attaquer notre pays en arbitrage, sous prétexte que cette décision nuirait à ses bénéfices. On peut comparer l'arbitrage à une roulette. Comme des joueurs de casino, les investisseurs mettent leurs jetons sur la table, parient pour voir s'ils gagnent, et ils gagnent souvent. L'arbitrage international, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Depuis les années 50, les États signent entre eux des traités à tour de bras avec un objectif, attirer les investisseurs étrangers. En échange, en cas de litige, les entreprises ont la garantie de pouvoir attaquer en justice leur pays d'accueil. C'est la boîte de Pandore. Si je devais résumer l'arbitrage d'investissement, ce serait « on vous tient ». Vous, l'État, on vous tient. Vous êtes coincés. Vous êtes sous notre radar. Vous êtes maintenant soumis à ce nouveau pouvoir, cette nouvelle autorité. Dans ce système, celui qui tranche n'est pas un juge, mais un arbitre, dans le cadre d'une justice privée. Une drôle de justice où ces professionnels gagnent autant que des traders de haut vol et flirtent parfois avec le conflit d'intérêts. Les méthodes de certains arbitres pour se faire nommer et facturer leurs prestations feraient rougir les banquiers. Pour la première fois, nous allons vous montrer ces hommes et ces femmes de l'ombre. Il nous a fallu 1 an d'enquête pour pénétrer ce petit cercle très fermé des arbitres, pour décrypter le système. Qui sont ces arbitres? Sont-ils vraiment indépendants? Quelles sont ces entreprises capables de faire plier les États? Enquête sur ces tribunaux privés et leurs arbitres tout-puissants. Pour bien comprendre le mécanisme de l'arbitrage, nous avons choisi l'un des cas les plus emblématiques. Nous sommes en Transylvanie, une zone montagneuse de Roumanie, plus exactement à Rosia Montana. En quelques années, ce petit village reculé est devenu le symbole de la résistance des populations à l'appétit des multinationales. En 1997, Gabriel Resources, une compagnie minière venue du Canada, débarque ici. La société finance une campagne de publicité massive sur les chaînes de télévision roumaines, des spots dans lesquels elle promet monts et merveilles aux habitants. Je veux aller dans une école toute neuve. Dans ce clip, la société joue sur les codes de l'émotion pour gagner le cœur des habitants. Un cadre plus vert, des écoles et bien sûr des emplois. Je veux un nouveau travail pour mon papa. Les enfants de Rosia Montana souhaitent un meilleur avenir. On défend leurs rêves. Gabriel Resources, nous investissons en Roumanie. Dans le viseur des dirigeants de Gabriel Resources, le trésor du village. Sous terre, Rosia Montana compte des kilomètres de galeries, exploitées dès l'époque romaine. Ici, la roche abriterait encore plusieurs centaines de tonnes d'or et d'argent. Mais pour exploiter le filon, la compagnie canadienne aurait dû raser une bonne partie de la région. Là, va à droite.
Là, c'est la galerie Napoléon. Zeno Cornea, habitant de Rosia Montana, est topographe et mineur à la retraite. Il tient à nous montrer le projet qu'avait Gabriel Resources. Rouvrir l'ancienne mine d'État fermée en 2006 et l'agrandir pour exploiter ce qui serait devenu la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Europe. Le massif Cetate devait être exploité. Le massif Carnicel aussi. On continue sur Carnic. Ensuite, on passe de l'autre côté, à une carrière de rochers sur la colline Soleil, qui est au-dessus de Rosia Montana. On rentre dans la zone Gic Valdoaia et on s'arrête au massif Orléa. La limite de la mine aurait été très près de l'église. Le village de Rosia Montana aurait en partie disparu. Mais le plus révoltant pour Zeno, c'est la méthode. Pour séparer l'or de la roche, les Canadiens comptaient utiliser du cyanure. Environ 200 000 tonnes sur les 16 années d'exploitation prévues. Le cyanure s'évapore à 26,5 degrés. Quand tout est ouvert, la température peut atteindre ici plus de 40 degrés. Ça crée des vapeurs qui s'élèvent et se dispersent dans l'atmosphère. Ensuite, on a de la pluie au cyanure, et ça sur un rayon de 50-60 km. Les vaches mangent de l'herbe, et lorsqu'on boit leur lait, on ingère donc du cyanure. Le premier organe à être attaqué, ce sont les poumons. Selon Zeno, des montagnes auraient été excavées, environ 2000 personnes déplacées, 1000 maisons détruites, et la zone potentiellement contaminée au cyanure. Un cauchemar pour beaucoup, comme pour Eugène David. Avant l'arrivée de la compagnie canadienne, il comptait développer des chambres d'hôtes dans cette région de plus en plus prisée des touristes. Eugène David, ou quand un simple fermier devient le fer de lance de la résistance à la mine. Ils ont attaqué ma vie à Rosia Montana. L'environnement, la culture, mon exploitation, mon projet de chambre d'hôte, leur mine impactait tous mes plans. Mon projet était totalement incompatible avec le leur. Je leur ai dit, je ne laisse pas tomber mon projet pour le vôtre, tout simplement. Dès le départ, Eugène a dénoncé la compagnie minière, mais aussi l'État roumain, soutien du projet à ses débuts. Des vidéos tournées en 2013 par des habitants opposés à la mine révèlent l'ambiance d'alors à Rosia Montana. Sur ces images, des membres du Parlement roumain sont venus évaluer l'impact du projet. Attendu par des manifestants, la compagnie décide alors d'envoyer ses salariés. Habillés aux couleurs de la société, en vert et or, les mineurs paradent dans les rues du village. Une démonstration de force, une opération coup de poing, littéralement. C'est notre territoire, pas le vôtre. Cassez-vous d'ici, vous êtes dans nos pattes depuis ce matin. Je vais te casser ta caméra, toi, c'est ça que tu veux? À l'époque, la compagnie espère empocher des milliards d'euros avec la mine. Un enjeu tel qu'une cadre de la société n'hésite pas à provoquer un opposant en lui tendant de l'argent. Allez, tiens, prends cet argent. Je ne suis pas à vendre. Et va-t'en. Je ne suis pas à vendre. On a très vite compris que si on ne se défendait pas nous-mêmes, personne ne le ferait pour nous. On a vu la compagnie minière, ceux qui soutenaient le projet, en commençant par les autorités, l'Église. On était seuls contre tous. Eugène prend alors la tête d'une association de défense du site et multiplie les recours en justice contre la société minière. Il parvient à faire de Rosia Montana une cause nationale. En septembre 2013, il devient même le leader du plus grand mouvement de contestation depuis la chute du communisme. Citoyens, levez-vous tous pour sauver Rosia Montana! Des dizaines de milliers de personnes déferlent dans les rues. Un pays entier
se mobilisent contre le projet minier. Nous allons procéder au vote. Qui est pour le rejet? Sous la pression de la rue, le Parlement roumain vote l'abandon pur et simple du projet de loi Rosia Montana. Mais cette décision politique va être lourde de conséquences. L'entreprise canadienne s'estime lésée, elle attaque la Roumanie avec une procédure d'arbitrage international. Pour Eugène, un nouveau combat s'engage. Ça ne veut rien dire pour moi, l'arbitrage. Pourquoi je devrais subir un arbitrage? Je n'ai rien demandé, moi. Et puis, je ne suis pas d'accord pour payer des impôts si les arbitres décident que l'État roumain doit dédommager la compagnie. Je continue ma lutte pour cette raison, pour essayer, avec des gens du monde entier qui me soutiennent, de changer ce système d'arbitrage. Un système, selon moi, complètement illégal. Cet arbitrage n'a pourtant rien d'illégal. Ce qui pose problème, vous allez le voir, c'est avant tout son mode de fonctionnement, pour le moins particulier. Dans ces tribunaux privés, les arbitres ne sont pas des juges professionnels, mais pour la plupart, des avocats d'affaires très bien rémunérés. Ces arbitres ne sont pas régulés par un organisme international unique. Et au gré des affaires, ils siègent à Paris, Washington ou encore Singapour. De ces tribunaux particuliers, il n'existe que très peu d'images. Celles-ci ont été diffusées en 2016 sur le site internet du tribunal arbitral de Washington. Ce jour-là, le Pérou est confronté à une compagnie minière, canadienne là encore. Juste pour savoir, à quel point êtes-vous familier de la Convention sur les emprunts internationaux numéro 169 ? Des audiences souvent très techniques et tenues à huis clos. Pas forcément étonnant, les enjeux sont colossaux. Dans le cas de Rosia Montana, Gabriel Resources dit avoir investi 630 millions d'euros en Roumanie, mais demande près de 3,7 milliards de dédommagements à Bucarest. Un montant record, sur la base des profits que la société minière espérait faire. Oui, vous avez bien entendu, 3,7 milliards pour des profits escomptés si le projet avait vu le jour. Ceux qui vont statuer sur ce cas, un trio d'arbitres. Le premier, nommé par la compagnie canadienne. Le deuxième, désigné par l'État roumain. Et la présidente, choisie par ses deux premiers confrères. À eux trois, à eux seuls, ils vont trancher l'affaire et décider si oui ou non l'entreprise est en droit d'être dédommagée. Sans surprise, cette justice privée a ses détracteurs. Parmi eux, Angus Van Harten. Ce jour-là, ce professeur de droit canadien participe au Parlement européen à une conférence sur le CETA, ce traité de libre-échange récemment signé entre l'Union européenne et le Canada. Pour mieux se protéger, il faut désormais intégrer que derrière les investissements de multinationales, il y a un risque réel d'arbitrage coûteux pour les gouvernements, comme pour les contribuables. Angus Van Harten est venu dénoncer les dérives du système d'arbitrage. Un système qu'il connaît par cœur. Il a recensé tous les cas connus depuis 40 ans. Un travail de titan pour des conclusions sans appel. Cette base de données est très puissante, car on peut y voir les tendances des décisions des arbitres. Sont-ils tentés de favoriser les États ou plutôt les entreprises? Eh bien, ce que nous avons trouvé, c'est une tendance claire à favoriser les entreprises. Selon ce chercheur, les entreprises gagnent un tiers des affaires. Dans un autre tiers, l'arbitrage se conclut par une transaction entre la société et l'État. En résumé, les entreprises s'en tirent bien 2 fois sur 3. Il y a beaucoup de compagnies minières canadiennes qui attaquent les États, comme Gabriel Resources. Que pensez-vous de cette société? À mon grand regret en tant que Canadien, cette compagnie, comme toute l'industrie minière de mon pays, est très active dans l'utilisation de l'arbitrage.
surtout contre les pays en voie de développement ou en transition. Je trouve ça profondément inquiétant que l'arbitrage puisse être utilisé pour favoriser les intérêts de cette industrie au détriment de toute considération environnementale. Au cours de notre enquête, le gouvernement roumain n'a pas répondu à notre demande d'interview. À Rosia Montana, les cadres de Gabriel Resources, eux non plus, n'ont jamais décroché. La personne contactée n'est pas joignable pour l'instant. Veuillez réessayer ultérieurement. Pas de parole officielle pendant des semaines. Jusqu'à ce qu'une bonne nouvelle nous parvienne de Londres. Après de nombreuses sollicitations, le PDG de Gabriel Resources accepte enfin de nous parler. Ce grand patron, le voici, Jonathan Henry. Cet Irlandais, payé 600 000 € par an hors prime, est plutôt décontracté. L'entreprise qu'il dirige est un peu mystérieuse. À peine 40 salariés, 2 filiales dans les paradis fiscaux de Jersey et la Barbade, mais aucune mine exploitée dans le monde. Sa seule activité, sa seule source de revenus potentiels, l'arbitrage contre la Roumanie. On aurait adoré exploiter cette mine qui aurait bénéficié aux populations pauvres de ces montagnes. En tant qu'homme politique, si votre pays a signé un accord commercial, ce qui se passe dans la rue, les manifestations, vous ne devriez pas en tenir compte. Alors oui, les dirigeants peuvent dire « on arrête là le projet », même si je pense qu'ils ont tort. Mais il y a des traités qui disent maintenant « vous devez dédommager l'investisseur ». La compagnie que dirige Jonathan Henry réclame à la Roumanie près de 6 fois la somme investie. Une pratique courante dans l'arbitrage international. Avec l'argent que nous avons dépensé, nous espérions un retour sur investissement. C'est ce qu'on appelle les profits escomptés ? Non, pas nécessairement. C'est juste fondé sur une évaluation indépendante du projet, de ce qu'il aurait valu à un moment donné, au moment où la Roumanie nous l'a retiré. Si vous placez 100 $ à la banque et que vous les laissez pendant 10 ans, vous espérez plus que 100 $ en retour. Vous attendez que votre investissement vous rapporte bien plus. Jonathan Henry le sait bien, si sa compagnie gagne l'arbitrage, c'est l'État roumain et donc la population roumaine qui en payera le prix. Vous demandez en compensation une somme énorme. Et à aucun moment vous ne semblez penser au peuple roumain. Vous ne pensez qu'à votre compagnie, si on dit les choses clairement. On a pensé que cette mine, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour le peuple roumain, et ce pour de nombreuses années. Mais le cyanure, ça n'est pas toxique ? Le cyanure seul est toxique, oui. Mais si vous l'utilisez en circuit fermé, ce qui est rejeté dans la nature n'est pas forcément toxique, non. On a conçu un projet fantastique pour les Roumains. Mais ce sont les hommes politiques qui ont décidé d'interrompre ce projet. Je suis sûr qu'on va gagner cet arbitrage. Alors l'affaire serait-elle déjà entendue ? Au Parlement européen de Bruxelles, Roxana Pencea, elle, ne veut pas croire à cette issue. Bonjour Lorenz, contente de vous voir. Cette jeune Roumaine militante soutient les opposants à la mine de Rosia Montana. Elle relaie leur combat en dehors de leur pays. Ce matin, elle a rendez-vous avec ce juriste d'une ONG. Il va lui expliquer les règles étonnantes de l'arbitrage. Les échanges entre la compagnie minière et l'État roumain sont actuellement secrets. Comment peut-on intervenir en tant que société civile si on n'a pas accès à l'information ? C'est très limité en fait ce que vous pouvez faire. Malheureusement, vous pouvez seulement rédiger un document très court, seulement 20 pages pour présenter vos arguments. Seulement 20 pages ? Oui, seulement 20 pages. Et cela doit être une information utile au tribunal pour résoudre le cas. 20 petites pages pour 15 années de combat. 20 pages pour espérer convaincre le tribunal. Mais dans cette justice privée, les arbitres ne sont même pas tenus de lire ces arguments. Avant de quitter le Parlement, Roxana Pencea tient à rencontrer le député européen le plus engagé contre l'arbitrage international, l'écologiste français Yannick Jadot.
Quel dédommagement demande la compagnie? Le président de Gabriel Resources a communiqué publiquement qu'il pensait que le cas valait près de 4 milliards d'euros. Ça veut dire 2% du PIB roumain. C'est le budget d'un an d'éducation pour notre pays. C'est une somme énorme. Cela va avoir un impact terrible sur notre budget. C'est une demande complètement dingue. Ce sont des choix politiques qui sont pris délibérément de transférer une partie de notre pouvoir juridique, de notre souveraineté juridique à des firmes multinationales en espérant qu'elles vont réaliser notre bonheur. Quand vous avez, comme en Roumanie, une mobilisation extraordinaire qui fait qu'à un moment donné, un projet très néfaste est abandonné, vous avez en même temps des firmes qui utilisent ces tribunaux privés pour contourner les lois nationales, pour contourner la souveraineté démocratique et obtenir des dommages qui n'ont même rien à voir avec les coûts engagés. Un député européen indigné, mais sans beaucoup de poids. Car la bataille ne se livre pas à Bruxelles, mais à Washington, place forte de l'arbitrage. Pour y voir plus clair dans ce monde opaque, les opposants à la mine de Rosia Montana ont trouvé un autre allié de circonstance, en la personne de Marcos Orellana. Je suis juriste pour une ONG de protection de l'environnement. Nous travaillons étroitement avec des organisations en Roumanie sur ce cas d'arbitrage pour que les Roumains aient leur mot à dire sur une décision qui les affectera directement. Ce jour-là, il s'apprête à assister à une des audiences du cas Gabriel Resources. Pour une fois, le tribunal promet d'être transparent, enfin, sous certaines conditions. Je vais avoir accès à une salle dans laquelle il y a un écran qui diffuse la vidéo de l'audience. J'espère que ça sera vraiment retransmis. Il y a eu des cas où la caméra était éteinte. On verra bien ce qui se passe sur cet arbitrage. Mais de toute façon, aujourd'hui, on n'aura pas accès aux documents et on ne croisera pas non plus les arbitres. On ne pourra pas leur faire remarquer que ce cas-là concerne l'intérêt général. Marcos Orellana a accepté que nous l'accompagnions. Première surprise, le centre d'arbitrage possède des locaux au sein de la Banque mondiale. Notre demande de tournage ayant été refusée, nous filmons en caméra discrète. Quelque part, dans les étages de l'imposant édifice, l'audience entre les arbitres et les parties a débuté à 9h. Marcos Orellana, lui, prend place dans une petite salle où sont retransmis les débats. Sa présence est autorisée, mais tous les appareils électroniques sont interdits pour que rien ne filtre. À l'ordre du jour, un différend à propos des impôts que Gabriel Resources aurait dû payer à l'État roumain. Après 2 heures de débat, nous n'avons rien appris ou presque. Marcos Orellana, lui, a même un peu l'impression d'avoir été pris pour un imbécile. La retransmission avait l'air d'être en direct, mais je pense plutôt qu'elle était en différé d'1 heure. Alors est-ce qu'on peut considérer que c'était du direct ou du différé? Non, soyons clairs. C'était diffusé en décalé, d'après ce qu'on a pu constater, dans le but que le tribunal garde certains éléments du dossier confidentiels. En clair, avant la diffusion des images, le tribunal arbitral a fait supprimer des passages entiers de l'audience. Pour preuve, le script des débats publié par la Cour. Sur 300 pages que compte le dossier, 150 ont été noircies. La moitié des échanges a été soustraite aux yeux des ONG. Alors, les citoyens roumains devront-ils verser près de 4 milliards d'euros à la compagnie minière? Avant de le savoir, ils passeront sans doute encore de longues nuits blanches. La fin de la procédure n'est pas prévue avant 2 ans. Parfois, les pays qui ont signé des traités à tout va le regrettent amèrement, surtout quand ils ne sont plus attaqués par une seule entreprise, mais par plusieurs en même temps. Un combat inégal, souvent contre un État fragile. Un corps à corps violent, où tous les coups sont permis.
Un pays détient le triste record du plus grand nombre de cas d'arbitrage contre lui. Ce pays, c'est l'Argentine. En 2001, Buenos Aires est en faillite. La troisième puissance économique d'Amérique latine est frappée par une crise économique sans précédent. Le pays connaît une descente aux enfers, au point de voir certains de ses enfants mourir de faim. Acculé, le 6 janvier 2002, le Parlement adopte la loi d'urgence économique. Selon les considérations générales, ceux qui sont pour le projet de loi et veulent l'exprimer ainsi, approuvé. Pour soulager le peuple, l'État gèle les tarifs des services publics, qui en Argentine étaient alors gérés par des multinationales étrangères. Pour compenser ce manque à gagner, elles poursuivent alors l'Argentine en arbitrage. Face à cette pluie d'attaques, le président de l'époque, Néstor Kirchner, confie la responsabilité de mener la bataille à un homme, Osvaldo Guglielmino. Malgré son inexpérience en matière d'arbitrage, ce juge chevronné accepte de relever le défi. J'ai dit à Kirchner, écoutez, Monsieur le Président, on n'a pas cette expérience juridique de l'arbitrage. Je vais avoir besoin, au moins au début, de l'aide d'un cabinet d'avocats international, spécialisé en arbitrage. Et là, il me dit, non, c'est vous. S'occuper d'une quarantaine de cas d'arbitrage, c'est une mission colossale. Novice, Osvaldo Guglielmino et son équipe vont pourtant devoir gérer 42 contentieux portant sur plusieurs dizaines de milliards d'euros. Salut, comment tu vas? Très bien, merci. Ici, l'ancien juge a passé 6 années marquantes. Ça n'a pas changé. C'est là où on se réunissait. Mes équipes s'asseyaient de ce côté, les entreprises de ce côté, et moi là. Je me rappelle de Continental, Daimler. Ce sont des litiges que l'on a finalement gagnés. Il y avait beaucoup de dossiers, mais à chaque fois, on finissait réunis autour de cette table. Il y avait des cas français? Tous, des Français aussi. Quelles entreprises françaises? Vivendi, Suez, Total. J'avais le sentiment que certaines procédures étaient d'une profonde ingratitude. C'étaient des entreprises qui avaient gagné beaucoup d'argent en Argentine. Mais à la première secousse, à la première crise, qu'elles nous attaquent, on se disait quand même... Des attaques déloyales selon Osvaldo Guglielmino. D'autant que vous allez le voir, les procédures sont parfois entachées de conflits d'intérêts. Pour le juge argentin, de ces années passées à défendre son pays, un cas ne passe toujours pas. C'est sûrement Vivendi qui m'a créé le plus grand malaise. Je n'ai rien contre Vivendi, mais j'ai quelque chose contre la décision du tribunal qui a arbitré le cas Vivendi. À l'époque, Vivendi gérait une partie du réseau d'eau potable du pays. Après un différend sur le prix et la qualité de l'eau, les autorités argentines résilient son contrat. Vivendi attaque alors l'Argentine et choisit une des professionnelles les plus sollicitées, la Suissesse Gabrielle Kaufmann-Kohler. En 2006, elle est reçue sur le plateau de la télévision suisse. Pas pour ses activités d'arbitre, mais pour une nomination qui va s'avérer très vite problématique. Vous allez donc devenir, selon toute vraisemblance, à partir du 19 avril, la première administratrice de la plus grande banque de Suisse. C'est très prestigieux. Ça vous rend fière? Oui, bien sûr, ça me rend fière. Ça me rend fière d'avoir été choisie. Cette banque, c'est UBS. Quand Gabrielle Kaufmann-Kohler accepte de siéger à son conseil d'administration, elle a déjà été choisie comme arbitre par Vivendi. Mais également par la compagnie Suez, elle aussi en conflit avec l'Argentine, dans 3 affaires distinctes. Premier problème, UBS est un gros actionnaire de Vivendi et de Suez. Deuxième problème, Gabrielle Kaufmann-Kohler
n'a pas cru bon de mentionner à la Cour sa nomination chez UBS. Elle est à la fois arbitre et administratrice d'une banque actionnaire de Suez et Vivendi. Quand l'Argentine s'en rend compte, elle crie au conflit d'intérêts. J'ai demandé que Gabriel Kaufmann-Kohler sorte de l'arbitrage. C'était la moindre des choses. Mais personne n'a accepté la récusation. Aucun des deux arbitres. Ça raconte bien un système où les arbitres ne veulent rien changer, car ça leur est favorable. Ils ne veulent pas interférer, avoir de mauvaises relations entre eux. L'Argentine n'a gagné aucune de ces procédures impliquant Suez et Vivendi. Les deux multinationales françaises ont refusé toutes nos demandes d'interview sur le sujet. Au cours de notre enquête, nous avons aussi cherché à parler avec Gabriel Kaufmann-Kohler à de multiples reprises. L'arbitre suisse, elle, nous a finalement répondu par mail. Au vu de ma mise en cause, il me semble encore moins judicieux d'intervenir. En effet, il ne me paraît pas adéquat de m'exprimer sur ma propre impartialité. Impartialité que toutes les instances qui ont eu à se prononcer ont confirmée. Gabriel Kaufmann-Kohler n'a rien fait d'illégal, mais la bonne pratique aurait voulu qu'elle se retire du cas Vivendi. À l'époque, l'Argentine a d'ailleurs demandé l'annulation de cet arbitrage auprès d'un comité d'experts. Dans leur rapport, les auteurs, eux-mêmes arbitres, ne mâchent pas leurs mots à l'encontre de la Suissesse. Ce cas offre un exemple saisissant et abject dans lequel un arbitre néglige son devoir d'information auprès de la Cour. L'un des arbitres qui a osé ces commentaires cinglants, c'est Jan Dalhuisen. Pour ce professeur de droit néerlandais réputé, un arbitre ne peut pas être à la fois juge et partie. On ne peut pas manger à tous les râteliers. C'est tentant pour tout le monde, mais vous ne pouvez pas être partout. Il faut être d'autant plus prudent parce que vous savez que dans ces procédures, la question de l'indépendance et de l'impartialité est cruciale. Et cumuler certaines positions est plus que problématique. Malgré ces critiques, Gabriel Kaufmann-Kohler fait toujours partie des 10 arbitres internationaux les plus sollicités. Le cas Vivendi, lui, n'a pas été annulé, et l'Argentine a été condamnée à payer près de 90 millions d'euros de dédommagement à l'entreprise française. Pour Jan Dalhuisen, l'arbitrage rime aujourd'hui avec conflit d'intérêts et liaison dangereuse. L'environnement s'est corrompu. Alors ne me faites pas dire que j'accuse qui que ce soit de corruption, mais la corruption peut prendre de nombreuses formes, comme se renvoyer l'ascenseur. Alors beaucoup de mes collègues assument que c'est comme ça que ça se passe dans l'arbitrage, qu'il faut copiner pour devenir arbitre. Mais avec cette méthode, on est foutu, le système devient mafieux. Des propos chocs dans un univers d'habitude très feutré, très discret. Un autre homme a tenu à dénoncer les dérives de l'arbitrage. Nassib Ziadeh. Au cœur du système, cet arbitre influent a même dirigé le CIRDI, la cour d'arbitrage de Washington de 2008 à 2009. J'ai toujours été un homme libre de mes propos et de mes engagements. Je m'exprime naturellement sur ces questions-là, donc je n'ai rien à cacher. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Son témoignage, pour nous, une parole de poids. Pour lui, un risque professionnel. Voilà, je vous suis. Sous la pression, au moment de nous parler, Nassib Ziadeh hésite. Ça va avoir lieu ici. J'ai peur de dire quelque chose et de le regretter. Bon. Donc au début, l'arbitrage était un service public et aujourd'hui, c'est devenu une activité rémunératrice. Il y a eu des abus, surtout en matière de conflits d'intérêts. C'est quoi les conflits d'intérêts aujourd'hui dans l'arbitrage? C'est le fait pour certains arbitres de porter plusieurs casquettes. Donc ils sont conseils dans une affaire, ils sont arbitres dans une autre affaire. Parfois, les affaires présentent les mêmes problèmes juridiques. Aujourd'hui, on laisse aux arbitres le soin de régler ces questions-là entre eux.
Et ça ne fonctionne pas. C'est réformable, mais il faut aller très vite. On ne peut plus faire de compromis. Est-ce que vous avez essayé de le réformer, le système, quand vous étiez au CIRDI, la cour arbitrale de Washington? Bien sûr que j'ai essayé de le réformer, mais je n'ai pas pu continuer avec certaines réformes. Et j'ai quitté parce que je n'étais plus en accord avec la direction actuelle du CIRDI. Un système très difficile à réformer. Ceux qui en vivent n'ont aucun intérêt à le faire. On l'a vu, les arbitres sont très bien rémunérés. Mais combien gagnent-ils précisément? Et sur quelle base leurs revenus sont-ils calculés? Pour le Centre d'arbitrage de Paris, d'après nos informations, dans le cas d'un litige à 500 millions d'euros, les arbitres touchent en moyenne 350 000 euros. À Washington, la base c'est 2500 € jour. Et c'est l'arbitre qui fixe lui-même le temps passé sur chaque cas. La moitié des frais de procédure étant à la charge des États attaqués, les arbitres sont donc payés pour partie avec de l'argent public. L'arbitre français Thomas Clay connaît bien ce mécanisme de rémunération et pour cause il en bénéficie. Selon lui, l'arbitrage est indispensable au bon fonctionnement de l'économie mondiale. Malgré tout, il concède que certains abusent du système, jusqu'à vouloir se faire payer des heures de travail non effectuées. Je me souviens dans une affaire d'un arbitrage où on était au tout début de la procédure, on était à la première réunion et le président du tribunal arbitral nous dit « Moi j'ai déjà travaillé 100 heures ». Et les deux co-arbitres, j'étais co-arbitre dans ces dossiers, moi je lui dis « Mais pourquoi faire ? Elles sont où ces heures? À quoi elles ont servi ?» Et le président a dit « En effet, il doit y avoir un problème, ça doit être plutôt 10 heures ». Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on a facturé 10 heures. Et c'est normal. En clair, Thomas Clay reconnaît que certains arbitres pratiquent bien la surfacturation. Il n'y a pas trop d'argent dans ce monde-là, parce qu'on parle quand même de justice. C'est une justice qui est une justice rémunérée. On s'en fait le choix d'aller à l'arbitrage. Et si on veut des arbitres qui soient des arbitres expérimentés, qui ont une certaine surface, une certaine pratique, il faut les rémunérer. Il y a trop d'argent, bien sûr, par rapport à la justice publique, mais il y a encore une fois beaucoup moins d'argent que par rapport à un certain nombre d'autres métiers. C'est pas de la haute finance, l'arbitrage, quand même. Non, c'est pas de la haute finance, mais vous savez, il y a un énorme travail. Vous savez que ces dossiers, ils sont quand même monumentaux. Personne ne peut physiquement porter ces dossiers. C'est des mètres cubes et des mètres cubes de pièces. C'est des milliers de documents à lire en plusieurs langues. C'est des transports sur les lieux. C'est des déplacements à l'international. C'est très bien rémunéré. Il y a des abus. Ces abus, il faut les limiter. Des abus qui rendent les litiges d'autant plus coûteux, à tel point que certains États n'ont même pas les moyens de régler les frais de procédure. Alors, est-ce que la menace d'une multinationale d'aller en arbitrage peut suffire à faire reculer un État? En anglais, on parle de chilling effect, d'effet paralysant. Une industrie sait manier l'arbitrage comme aucune autre pour mettre la pression aux États, celle du tabac. Le Togo, un des pays les plus pauvres au monde, l'a appris à ses dépens. Pionnier en matière de lutte contre le tabagisme, le Togo a voulu à partir de 2010 adopter le paquet de cigarettes neutres, sans logo et avec photo explicite. Fabrice Ebé, juriste de formation et directeur de la principale ONG de lutte anti-tabac du pays. Il a participé activement à l'élaboration de la législation. Donc, vu cette pression, le Togo, depuis 5 ans, aurait dû mettre en œuvre son avertissement sanitaire avec les images graphiques, avec le paquet neutre. On serait l'un des États ayant beaucoup avancé. Mais depuis 2010, rien n'a bougé. Ces dispositions, le cigarettier américain Philip Morris n'en a fait qu'une bouchée, dans une lettre d'intimidation adressée au gouvernement togolais. Vous voyez là, c'est un courrier de Philip Morris West Africa qui porte atteinte à la souveraineté d'un État. Parce que le Togo, c'est un État souverain. Le contenu est très arrogant. Il menace le Togo, n'est-ce pas, des sanctions.
L'introduction du paquet générique va entraîner le paiement de dédommagements considérables par le Togo. En outre, le paquet générique pourrait amener le Togo à ne plus être choisi par les investisseurs comme destination d'investissement, une situation qui serait déplorable pour le pays. Paris gagné. À la suite de ce courrier, le Togo a fait marche arrière sur le paquet neutre. Sa menace d'arbitrage, son arme de dissuasion massive, Philip Morris l'a fondée une fois encore sur un traité bilatéral. Un traité vieux de 50 ans entre le Togo et la Suisse, lieu du siège européen du cigarettier. C'est une menace réelle puisque le traité existe. Et vous voyez, cette politique d'intimidation a marché dans beaucoup de pays qui ont reculé comme le Togo. Parce que lorsqu'on vous parle de l'arbitrage, dans un petit pays, comme je vous l'ai dit, où il faut payer peut-être entre 10 millions et 30 millions pour se défendre, ce montant-là permet de construire plusieurs écoles au Togo, de construire peut-être des latrines, et de construire un centre de santé. Donc, un État avec un budget réduit ne va pas se lancer à ça. Donc, eux-mêmes, ils savent ça. Dans son courrier, Philip Morris semble pourtant considérer que son intérêt commercial prime sur la santé des Togolais. L'introduction du paquet générique sacrifierait les droits de propriété intellectuelle dans le seul but d'atteindre des objectifs de santé publique avec des méthodes dont l'efficacité n'est pas prouvée. Nous aurions bien aimé en discuter avec un représentant de Philip Morris, mais la multinationale américaine a refusé toutes nos demandes d'interview. Non, je vous l'ai déjà dit, nous ne serons pas disponibles pour une interview. Alors comment faire face aux géants du tabac ? Comment les États peuvent-ils se défendre ? Dans la banlieue nord de Londres, nous avons rendez-vous avec Robert Eckford, juriste dans une ONG de lutte contre le tabac. C'est lui que les gouvernements du monde entier appellent à la rescousse quand ils subissent des pressions des cigarettiers. Pour lui, le Togo est loin d'être un cas exceptionnel. On a recensé les cas dans lesquels l'industrie du tabac utilise les menaces d'arbitrage pour dissuader les gouvernements de prendre des mesures de santé publique. On peut commencer dans les années 90. On a des lettres envoyées au Canada. Au fil des ans, on a vu le même type de courrier envoyé à Hong Kong, à l'Afrique du Sud, au Gabon aussi, en 2012. Le pays voulait couvrir les paquets de cigarettes de messages de prévention sur 60% de leur surface. Eh bien, là encore, l'industrie leur a écrit que c'était une violation des traités internationaux. Parfois, cette industrie ne se contente pas de simples menaces. Philip Morris, encore lui, a attaqué en arbitrage 2 pays, l'Australie et l'Uruguay. En 2015, en pleine procédure, le président uruguayen porte l'affaire à l'ONU devant les yeux du monde entier. Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique, mesdames et messieurs, que des tribunaux et des organismes internationaux puissent donner la priorité à des aspects commerciaux par rapport à la défense d'un droit de l'homme fondamental, comme la santé et la vie. Eh bien ça, c'est ce qu'est en train de subir l'Uruguay. Ce discours a-t-il influencé les arbitres ? Toujours est-il que l'Uruguay a fini par gagner son arbitrage, mais après 6 années de bataille juridique. Alors que pouvait réellement espérer Philip Morris de cette procédure ? Si vous combinez les frais d'avocat de l'Uruguay, ceux de Philip Morris et le coût global de la procédure, on monte à 23 millions d'euros. Donc 2,5 millions de plus que ce que demandait Philip Morris comme dédommagement. Et à la fin, le cigarettier a dû rembourser toutes les sommes déboursées par l'Uruguay, ce qui est rare. Donc clairement, le dédommagement, ce n'était pas le sujet de cet arbitrage. Philip Morris n'avait pas une part de marché importante en Uruguay. Sa seule intention, c'était d'essayer d'empêcher d'autres pays d'adopter des mesures anti-tabac comme le paquet neutre. C'est un abus clair du système, mais ce n'est pas rare. Ce n'est pas étonnant de la part de l'industrie du tabac. Une défaite au parfum de victoire pour le marchand de tabac. Dans les rues de Lomé, au bout du chemin,
toujours pas de paquet neutre. Philip Morris a perdu 2 arbitrages, mais dans l'ombre, combien de pays ont reculé à l'instar du Togo? 1 an d'enquête et une certitude, les tribunaux arbitraux fonctionnent avec une grande opacité, sans véritable garde-fou. Aujourd'hui, la réforme de l'arbitrage semble indispensable. Une réforme qui ne pourra venir que des États, de ces mêmes États régulièrement victimes des dérives du système.